Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Je vous propose ce matin de continuer à suivre le travail de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise du coronavirus. Les sénateurs ont entendu la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. L'occasion de faire le bilan de la gestion de la crise sanitaire en Europe, alors que l'Organisation mondiale de la santé craint une hausse des décès en Europe en octobre et en novembre. Je vous laisse écouter cette audition. Merci beaucoup et merci de me donner cette occasion de m'exprimer devant vous. Nous vous avons déjà envoyé nos réponses aux questions que vous nous avez soumises. Donc, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, le CDC, a été créé en 2005, suite à une autre épidémie, celle du SARS, en 2003. La tâche, la mission de ce centre est d'identifier, évaluer et communiquer les risques concernant la santé humaine posés par des maladies infectieuses existantes ou émergentes. Donc, il s'agit d'évaluation des risques et de maladies infectieuses. Donc, nous ne couvrons pas tout le champ de la santé publique. Et pour ce qui est de la prévention et du contrôle des maladies, eh bien, cela reste de la compétence des États membres. Donc, nous nous basons sur les données factuelles, les preuves scientifiques disponibles et nous permettons ainsi aux États membres d'apporter leurs propres réponses. Mais c'est à eux de décider en pleine autorité s'ils vont utiliser nos recommandations ou non. Et il y a tout un spectre, si vous voulez. Il y a certains États membres qui vont suivre exactement nos propositions et d'autres qui vont eh bien, choisir parmi les options. C'est ainsi que cela s'est passé, pas seulement pour la Covid-19, mais de tout temps. Donc, il s'agit de surveillance. Il y a deux piliers, si vous voulez. L'un, c'est la notification par les États membres des maladies qu'ils ont pu observer dans leur pays par le biais d'une législation spécifique qui permet ce signalement. Donc, ce signalement, c'est une partie. Parfois, il y a un certain retard. Et l'autre partie, c'est une sorte de veille épidémiologique. Et donc, il s'agit eh bien, d'un suivi, d'un monitoring. Nous cherchons donc, y compris sur les réseaux sociaux, les rumeurs de maladies, tous événements inhabituels. Donc nous effectuons cette veille et essayons de déterminer quelles mesures doivent être prises. Une autre partie de nos attributions eh bien, consiste à assister les États membres pour leur permettre d'être prêts par le biais d'exercices de simulation que nous menons avec les pays membres. Nous avons des outils qui nous permettent de classer, de hiérarchiser les risques. Et il y a également eh bien, les comptes rendus, le reporting que les États membres doivent effectuer quand il y a des menaces à la santé publique qui sont transfrontalières. Donc nous effectuons une analyse et nous avons un système de réponse et d'avertissement précoce qui permet eh bien, de mettre en relation les États membres entre eux, de leur permettre de partager des informations concernant certains événements,
les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils s'apprêtent à prendre, etc. Bien sûr, comme une situation, dans une situation comme la nôtre actuellement, cela est précieux. Nous avons également une action sur le renforcement des capacités pour ce qui est de la surveillance des épidémies et notre stade de préparation pour pouvoir apporter une réponse. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, la communication, nos efforts de communication. Une grande part de notre travail consiste à procéder à une évaluation des risques rapide. Donc, essayer d'identifier les risques qui paraissent être apparus non seulement dans les États membres, donc en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe et qui pourraient avoir des implications pour les citoyens européens. Donc, cela fait partie de notre évaluation des risques. Et là où nous identifions un risque qu'une maladie soit importée en Europe, ou par exemple que ce soit parce que des personnes voyagent en provenance de ces pays infectés ou touchés en Europe, ou dans l'autre sens. Donc ça, c'est ce que nous faisons de tout temps. Pour le coronavirus, nous avons fait tout cela, c'est-à-dire que nous avons d'abord, essayer d'apprendre sur ces foyers infectieux, ces clusters de pneumonie. Donc en décembre 2019, puis en janvier, l'agent infectieux a été identifié comme étant le nouveau coronavirus. Et nous avons évalué les risques à plusieurs reprises. Nous avons désormais eu 11 mises à jour de cette évaluation des risques parce qu'au début, bien sûr, nous disposions de peu de connaissances et à chaque fois que des preuves, des données étaient disponibles, nous avons procédé à une actualisation de notre évaluation des risques. Nous avons également donné des orientations, des recommandations aux États membres sur les différentes options qui se présentaient à eux en termes de gestion des risques et de préparation du secteur de la santé, et ce non seulement dans les établissements de santé mais également dans les maisons de retraite. Et au début janvier, nous avions les premiers cas en Europe. Nous avons mis en place un système un protocole de surveillance. Nous avons également conseillé les États membres en termes de tests et de recherche des cas contacts, contact tracing, et également des conseils, des recommandations sur la manière dont les professionnels de santé, en particulier ceux qui étaient en première ligne, pouvaient gérer cette crise sanitaire. Alors bien sûr, au cours des 8 derniers mois, cela a constamment évolué. Nous avons également fourni des conseils sur les voyages, les écoles, les centres de réfugiés, tous ces différents sites, cadres, environnements où le coronavirus a bien sûr eu un impact majeur. À l'heure actuelle, nous préparons essentiellement avec nos collègues des États membres comment nous préparer à la saison hivernale, au fait notamment qu'il n'y aura pas seulement le coronavirus, mais la grippe saisonnière et d'autres virus saisonniers. Tout cela simultanément. Donc, qu'est-ce qui doit être mis en place en termes de tests, en termes de surveillance épidémiologique, pour être sûr de pouvoir effectuer un suivi de tous ces virus en même temps. Si vous le souhaitez, je peux également vous donner un panorama de la situation en Europe actuellement, sinon je m'arrête ici. Écoutez, c'est peut-être effectivement intéressant. Donner en quelques minutes le panorama de la situation en Europe. Merci. Très bien.
virus. Il y a eu un pic en avril et avec toutes les mesures prises par les différents États membres, ça s'est suivi d'un déclin de 80%. Donc nous étions arrivés à 20% des cas que nous avions au 9 avril. Et depuis 6 ou 7 semaines, nous voyons à nouveau une augmentation des cas. Dans la plupart des pays, nous notons cette résurgence, mais dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas uniformément dans tout le pays. Dans la plupart des pays, il y a, suivant les zones, des situations épidémiques différentes, avec une circulation active du virus et des transmissions plus fortes dans certaines zones au sein d'un même pays. Ce que nous voyons également aujourd'hui, c'est que les plus jeunes, des gens plus jeunes, sont affectés. Et nous avons vu que les taux d'hospitalisation sont plus bas parce que ces personnes plus jeunes développent des symptômes et des formes moins sévères de la maladie. Donc ceci constitue vraiment un changement par rapport à ce que nous avions observé en mars-avril. Dans quelques pays où nous voyons cette résurgence, il y a pour certains d'entre eux des personnes plus âgées qui sont également affectées, ce qui induit des taux d'hospitalisation plus importants. Donc, on entrevoit bien des mesures plus régionalisées dont nous ne voyons pas encore les fruits. Mais mon attente et mon espoir, c'est que dans ces pays qui ont maintenant appris de l'expérience de la situation de mars et avril, pourront réagir plus tôt, de manière à ce que cela n'atteigne pas les taux qu'on a eus en mars-avril. Merci. Merci, Madame, pour cette présentation rapide, mais très intéressante. Je passe la parole au rapporteur, Catherine Desroches. Merci, Président, et merci, Madame, pour ces propos liminaires. J'avais une première question qui tient sur les harmonisations entre les différents pays. Est-ce qu'au moment de l'expérience italienne, vous avez donné des consignes particulières aux autres pays européens de façon à tirer les leçons de ce qui se passait en Italie? Est-ce que de son côté, la France vous a alerté sur les difficultés d'approvisionnement en équipement de protection? Et est-ce qu'on n'aurait pas dû justement plutôt avoir au niveau européen une commande globale pour éviter toutes les tensions que l'on a eues en matière de masques, mais aussi de tests ou de réactifs? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, vous dites que vous donnez des conseils un peu à l'ensemble des pays. Comment vous expliquez des discours très différents d'un pays à l'autre, des agences nationales sanitaires qui, en effet, n'ont pas du tout les mêmes communications d'un pays à l'autre, et comment on peut concilier un discours commun, même si on sait qu'on est sur des politiques de santé des États membres qui sont du fait de leurs propres compétences. Et puis le deuxième point est plus axé sur la recherche. Comment vous expliquez l'échec relatif de l'essai Discovery qui a été lancé par la France avec l'INSERM et qui n'a rien fédéré au-delà de nos frontières? Donc, quelle est l'explication selon vous à cela? Et puis, est-ce qu'il y a eu dans d'autres pays des controverses entre les experts scientifiques comme nous les connaissons en France? Merci. Je vous passe la parole, Madame Amon. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Eh bien, en ce qui concerne l'harmonisation, en février, nous avons proposé aux pays différents scénarios
dans lesquels nous avons décrit le type de mesures qui devaient être prises dans tel ou tel scénario. Et il a fallu un petit peu de temps pour que les pays identifient dans quel scénario ils se trouvaient. Alors, il y a par exemple un scénario où vous avez des foyers infectieux locaux et d'autres où vous avez une transmission beaucoup plus globale. Et donc le développement semblait aller plus dans le sens d'une transmission plus généralisée et où on ne pouvait pas déterminer véritablement d'où était partie la chaîne de transmission. Et dans cette situation, nous avons dit très clairement qu'il fallait bien sûr tester les personnes contacts, isoler les cas, procéder à des quarantaines pour ces personnes contacts. Pour ce qui est de la distanciation physique qui devait être maintenue, cela a mené au bout du compte à ce que les pays ferment les commerces et je crois que la première chose que la plupart des pays ont décidé était d'interdire les grands rassemblements, que ce soit des fêtes foraines, des rassemblements sportifs, et peu à peu, en français dans le texte, ces mesures ont été prises, commerce fermé, beaucoup de pays ont décidé de la fermeture des écoles et on en est venu à la situation où la population pouvait sortir uniquement pour procéder aux achats de première nécessité. Donc il y a eu une évaluation locale et comme c'est de l'autorité et de la responsabilité des États membres, parfois même si l'État membre, dans cet État membre, il se peut que ce ne soit pas à l'échelon national, mais à l'échelon local ou régional ou de la province que ces décisions aient été prises. Pour ce qui est de l'équipement de protection, il était possible effectivement de procéder à cet achat groupé. La Commission européenne pouvait effectivement procéder à cet achat, mais il fallait que les États membres se manifestent et indiquent la quantité dont ils avaient besoin. Une fois que ce contrat était conclu, ils pouvaient recevoir ces produits. Cela a été mis en œuvre et nous avons eu des indications de certains pays concernant certains réactifs ou certains consommables pour les tests, également pour des cas de syndrome grippaux. En janvier, nous avons demandé au pays, est-ce que vous observez une pénurie de ces produits nécessaires aux tests et ces pays n'avaient pas pu anticiper qu'il y aurait pénurie parce que l'augmentation des cas a été si rapide. Donc je crois que c'est là un des enseignements que nous avons pu tirer. Il est préférable d'avoir un stock important de ce type de produits, également de médicaments essentiels. Il y a eu par exemple une pénurie de certains médicaments pour les services de réanimation, de soins intensifs, pas généralisés, mais certains médicaments. Donc, il y a une pénurie de ces médicaments. Et les conseils que nous avons donnés étaient les mêmes pour tous les pays, mais comme je l'ai mentionné dans mon propos introductif,
les pays peuvent choisir de retenir ce qui leur semble pertinent par rapport à leur situation spécifique. Et comme ces situations étaient différentes en mars, parce que certains pays comme l'Italie, dans certaines régions de l'Italie, avaient une augmentation très importante, alors que d'autres régions de l'Italie et d'autres régions d'Europe ne voyaient que des cas sporadiques. Donc, vous voyez, les situations différaient et donc, bien sûr, les réactions ont été différentes. Et en termes de décalage entre les conseils et ce qui a été retenu et mis en œuvre, bien, je crois qu'il n'y a rien de spécifique à la France et rien n'est même spécifique au coronavirus. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine des maladies infectieuses et j'ai vécu plusieurs de ces crises. Et je peux vous dire que ça survient à chaque fois. Merci. Vous n'avez pas répondu sur la recherche Discovery, ni sur la controverse scientifique. Oui, eh bien, je crains de ne pas avoir tout à fait compris ce que Madame Desroches avait en tête, ce à quoi elle faisait référence. Est-ce que vous pourriez... Je lui passe la parole, oui. Oui, dans le cadre des essais cliniques, la France a lancé avec l'INSERM un essai clinique qu'on appelle Discovery et qui était ouvert à plusieurs pays. Or, les patients qui sont rentrés dans les essais sont exclusivement français, avec quelques patients luxembourgeois, je crois, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Et comment vous expliquer, je ne sais pas si vous avez une connaissance des différents essais pratiqués, il y a eu Discovery, il y a eu Recovery, donc ma question était celle-ci, en effet, pourquoi cet échec d'ouverture de l'essai hors France? Et puis les controverses, nous avons actuellement beaucoup de controverses scientifiques, à la fois sur le port du masque, mais aussi sur les médicaments, sur l'hydroxychloroquine, beaucoup de controverses scientifiques qui déstabilisent un peu la population. Et est-ce que d'autres pays sont aussi dans cette situation? Et puis je reviens quand même sur ma première question, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, mais vous pouvez nous le donner ultérieurement dans le cadre d'une contribution écrite, c'est les conseils que vous donnez, les réponses que vous avez des pays, essentiellement la France. À quel moment la France, est-ce que dès le départ la France a dit non, chez nous tout va bien, on n'a besoin de rien? À quel moment ils ont dit qu'ils avaient besoin de quelque chose? C'est ça qui nous intéresse, enfin qui intéresse la Commission. Donc voilà mes questions. Merci. Madame Amon. Oui, merci beaucoup. Oui, je crois que j'ai compris maintenant. Eh bien, l'essai Discovery était l'un des essais cliniques qui a été mis en place. Et au début, il y a eu une sorte de forme de concurrence entre ces différents essais cliniques. Et l'effet en a été que la plupart de ces essais se sont révélés trop petits, à trop faible ampleur pour avoir des résultats probants. Alors, ce qui est des essais cliniques ne fait pas partie de nos attributions. Il s'agit plutôt des attributions de l'Agence européenne des médicaments ou d'agences médicales. Mais ce que nous avons dit, c'est que là où des médicaments, des thérapies préexistantes pouvaient être testés avec tous les contrôles nécessaires, il fallait qu'il y ait une cohorte de patients suffisamment importante pour que cela puisse faire l'objet d'une interprétation. Et au début, eh bien, il a semblé qu'il était plus pertinent d'avoir quelque chose de multinational plutôt que d'avoir peu de participants ou assez de participants en fait. Donc on a voulu avoir des participants de différentes nationalités, mais on a eu des cohortes trop peu importantes. Alors pour l'hydroxychloroquine, eh bien il semble que c'est un traitement utile et qui aide véritablement les patients pour certaines pathologies.
Mais ce que les essais cliniques nous ont montré, c'est que ça n'avait pas d'effet véritablement mis en évidence pour le coronavirus. Donc c'est bien, vous savez, c'est un exemple assez typique de ce qui peut paraître prometteur de prime abord et ce qui ne s'avère pas véritablement probant. Et les pratiques établies de procéder à des essais cliniques contrôlés, en double aveugle, randomisés, toutes ces réglementations, toutes ces bonnes pratiques qui permettent de comparer différents traitements, c'est ça qui permet véritablement d'évaluer l'efficacité et l'innocuité d'une thérapie. J'espère avoir répondu à votre question. Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, vous avez déclaré à plusieurs médias que l'Europe devait se préparer à une deuxième vague, mais qu'elle ne serait pas nécessairement désastreuse. Qu'est-ce que ça veut dire, désastreuse, pour vous ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer se reconfiner ou pas? Est-ce qu'on peut éviter un reconfinement? J'aimerais savoir également à combien vous estimez le taux d'immunité de la population en Europe à ce jour, après l'été. Et est-ce que vous estimez finalement, à la lumière de vos exposés, que nos hôpitaux en Europe sont prêts, du coup, pour faire face à une deuxième vague? Est-ce que vous estimez que nous avons les stocks de médicaments nécessaires en Europe aujourd'hui? Merci. Merci, Madame Hamon. Oui, merci. Eh bien, on m'a posé cette question de la seconde vague à de très nombreuses reprises. Et la notion de deuxième vague nous vient de la grippe. Mais avec de nouveaux pathogènes, on observe souvent qu'il y a un premier pic, puis un déclin et quelque temps après, une résurgence. Il y a un débat. Est-ce ce que nous voyons à l'œuvre actuellement ou n'est-ce qu'une résurgence limitée ou est-ce véritablement le début d'une deuxième vague? Et cette notion et ce terme de deuxième vague ou de troisième vague peut être un peu trompeur parce que cela suggère que le virus disparaîtrait entre deux vagues et ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est ce qu'on voit actuellement. Après le premier pic au printemps, quand le nombre de cas a diminué, les gens ont cru que c'était fini et qu'on pouvait revenir à la normale. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le virus n'a pas disparu. Il est toujours là. Et dès qu'on commence à nous relâcher et à vouloir reprendre notre vie normale, il va revenir. Et donc on voit en fait une résurgence. Et je pense qu'il y aura encore ces hauts et ces bas, ces fluctuations jusqu'à ce qu'on ait un vaccin qui soit efficace et disponible pour tous. Pour ce qui est de l'immunité, c'est un domaine où nous n'avons pas encore de réponse à toutes les questions. Nous avons beaucoup appris concernant ce nouveau virus au cours des 8 derniers mois, mais nous n'avons pas encore tout appris. Et l'un des domaines où il y a encore beaucoup de flou, c'est l'un d'entre eux, c'est l'immunité. L'immunité est généralement mesurée par ce que l'on appelle les anticorps. Ce sont des protéines que le corps produit quand il est en contact avec un virus ou une bactérie. Et c'est donc quelque chose que l'on peut mesurer par le biais de tests.
Et une fois que ces tests sont disponibles et validés, eh bien, il y a des études qui ont été mises en œuvre et eh bien, les résultats ont été un petit peu décevants parce qu'on s'est rendu compte qu'une très faible proportion de la population avait été en contact avec le virus, ce qui était bien sûr le but du confinement. On voulait éviter que les gens entrent en contact avec le virus. Donc le pourcentage de la population eh bien, va de 5 à 10 ou 15%. Et il y a très très peu de régions ou de zones où cela excède 20% et c'est très localisé. Ça ne concerne jamais tout un pays. Donc, ce qui veut dire que la majorité de la population eh bien, n'est pas immunisée. C'est pourquoi ces mesures de distanciation physique, ces mesures de précaution, donc ces gestes barrières, se laver les mains, porter un masque, doivent être maintenus pour se protéger soi et protéger les autres. Pour ce qui est eh bien, du niveau de préparation des hôpitaux, eh bien, rétrospectivement, par rapport à ce qu'on a vécu, on sait maintenant qu'il y a une chose que nous devons prendre en compte en termes des enseignements que nous pouvons tirer et comment nous pouvons nous préparer. Les hôpitaux sont un maillon essentiel de cette préparation et ce, dans différents aspects. Il y a la capacité à augmenter le nombre de lits et également eh bien, le nombre de professionnels de santé qui sont disponibles. Parce que, eh bien, que se passe-t-il si votre personnel compte plusieurs personnes qui tombent malades? Force est de constater que ça n'a pas été le cas partout. Cette capacité à intensifier les capacités et certains pays ont pu libérer des lits en eh bien, reportant les opérations non essentielles, par exemple. Certains ont eh bien, monté des tentes, sortes d'hôpitaux de campagne pour étendre leurs capacités. Et ça, cette extension des capacités, nous devons le garder en tête pour pouvoir être prêts à le faire si cela s'avère nécessaire à nouveau dans les mois qui viennent. À l'heure actuelle, autant que nous sachions, il n'y a pas eh bien, ce débordement du système de santé. Pour l'heure, les hôpitaux peuvent encore gérer les cas. Donc ça, c'est une partie de la préparation hospitalière, mais il y a également les stocks eh bien, de produits et médicaments, machines, par exemple les respirateurs, et également tout l'équipement que j'ai mentionné, PP, donc l'équipement de protection, masque, surblouse, etc. Donc ce sont les deux piliers, si vous voulez, de la préparation du milieu hospitalier. Et donc j'espère que les pays membres ont appris de ce que nous avons vécu et également que nous ferons mieux qu'auparavant en termes d'achats groupés. Mais cela prend du temps. Il faut qu'il y ait de la planification, de l'anticipation. Merci. Et voilà pour cette audition de la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. On va maintenant parler de nos aînés qui ont été gravement touchés par cette épidémie de coronavirus, que ce soit dans les EHPAD ou à leur domicile. Les personnes âgées ont-elles été assez bien prises en charge durant cette crise sanitaire? Les sénateurs ont interrogé le président du Conseil national professionnel de gériatrie. Je vous laisse l'écouter. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci avant tout de m'accueillir au sein de votre commission. Alors effectivement, je représente et je m'exprime aujourd'hui au nom du Conseil national professionnel de gériatrie, qui est une instance qui
fédère 8 composantes nationales représentatives des différents métiers de l'exercice gériatrique, plus précisément une société savante, la Société française de gériatrie et gérontologie, le Collège national des enseignants de gériatrie, universitaire, 2 fédérations et associations de médecins coordonnateurs de HPAD, d'EHPAD, le syndicat national de gérontologie clinique, le syndicat CSMF des médecins coordonnateurs, les médecins gériatres libéraux également, et enfin l'association des jeunes gériatres. Voilà, l'ensemble des instances. Alors vous dire d'abord que nos instances ont entretenu des liens extrêmement rapprochés assez rapidement au cours de cette crise, puisque les dates font état du fait que dès la mi-mars, nous avons été amenés à entretenir des relations très, très proches avec les différents cabinets, notamment le ministère des Solidarités et de la Santé, un peu plus tard avec le cabinet de Matignon, mais aussi avec nos administrations centrales, la DGCS qui organisait des réunions hebdomadaires auxquelles j'ai personnellement participé, la DGOS également, les ARS au niveau régional, et puis on a été aussi en lien et interrogé par le Conseil scientifique et par le Haut Conseil de santé publique. Donc on a clairement été à plusieurs reprises l'objet de saisines, questionnements venant de ces différentes instances, et je voudrais vous en donner les grandes lignes. Par déjà une première correspondance qui date du 20 mars, qui nous a amené avec 10 autres organismes nationaux représentatifs du secteur, les fédérations hospitalières, FHF, FEAP, le CINERPA, les différentes associations représentatives aussi des directeurs d'établissement, du domicile, l'UNIOPS, la Fondation Partage et Vie, un certain nombre d'organismes. On a donc voulu attirer l'attention du ministère sur le sujet des équipements de protection individuelle et plus particulièrement des masques, en faisant mention du fait qu'il nous semblait urgent de faire en sorte de mettre à disposition ces masques, notamment au sein des EHPAD, mais aussi au sein des services d'aide à domicile. Et on avait donc estimé à 500 000 le nombre de masques par jour nécessaire, à savoir 60 masques pour un EHPAD de 80 places, soit 5 masques par jour. C'est donc la cible qu'on avait donc proposée pour couvrir les besoins. Combien la cible ? 500 000 masques par jour pour les EHPAD, uniquement pour les EHPAD. Dans cette même correspondance, on faisait mention de notre inquiétude sur l'accès à l'hospitalisation, je vais y revenir, notamment des résidents d'EHPAD. Et donc, à la suite de cette première correspondance, les mesures ont été mises en place pour doter ces établissements des EPI, en particulier des masques. Ça s'est fait de manière graduelle à partir de cette première correspondance. Une seconde correspondance qui date du 26 mars, elle, attire l'attention sur la nécessité d'identifier, alors on est plutôt dans le champ des EHPAD, mais ceci s'applique tout autant aux personnes à domicile, dès lors qu'elles sont des personnes vulnérables, je parle donc des personnes âgées, particulièrement des personnes de plus de 75 ans, ou des personnes qui présentent des polypathologies, des comorbidités prévalentes, qui, comme vous le savez, constituent un facteur de risque de l'infection et surtout un facteur de gravité, pronostic. Et donc on a souhaité bien différencier 3 situations pour lesquelles les réponses ne peuvent pas être tout à fait identiques. La première d'entre elles concerne les résidents qui sont dans ces établissements et qui sont dans des situations soit de soins palliatifs, soit de fin de vie, pour lesquels, effectivement, considérons que la prise en soin doit être assurée là où ils sont hébergés. Une seconde situation qui concerne des résidents qui présentent suspicion de Covid et dont le pronostic vital n'est a priori pas en jeu au regard de leur morbidité, donc
état personnel, mais aussi au regard des premières manifestations de la maladie. Et une troisième situation qui est bien évidemment la situation redoutée, à savoir une infection survenant sur des organismes beaucoup plus vulnérables parce que comorbides et surtout avec déjà des signes de détresse respiratoire ou en tout cas des formes cliniques beaucoup plus préoccupantes justifiant le recours à l'hospitalisation. En rappelant que effectivement ces établissements, par leur histoire, ne sont pas à même aujourd'hui d'assurer une prise en soins continue au regard de ces situations intercurrentes chez des résidents, des patients qui sont à risque de décompensation d'organes, la maladie, en l'occurrence la Covid, étant un des facteurs pronostiques directement, mais aussi indirectement, par le fait qu'il survient sur les organismes extrêmement fragilisés. Je rappelle que la permanence infirmière n'est pas assurée la nuit, notamment dans ces établissements. Donc à cela, on a donc énoncé 9 mesures pour atténuer l'impact de l'infection à Covid sur les personnes âgées dépendantes résidant en EHPAD ou à domicile. Première de ces mesures, je vais être extrêmement bref, ces documents sont à votre disposition, sont de garantir l'accès à l'hospitalisation des résidents et des personnes âgées vivant à domicile suspectées ou confirmées dont le pronostic vital est engagé, donc la situation que j'ai évoquée tout à l'heure. Deuxième mesure, c'est de permettre le recours à l'expertise gériatrique et en soins palliatifs en renforçant les moyens dédiés aux équipes mobiles de gériatrie et de soins palliatifs qui se déplacent dans les établissements. Troisième mesure, c'est de faciliter l'accès à la réalisation des tests PCR au sein des EHPAD et au domicile pour garantir leurs conditions de réalisation. La quatrième mesure, c'est de renforcer l'encadrement médical et soignant des EHPAD et de garantir le financement du permanence infirmière de nuit. La cinquième, c'est d'assurer la permanence de gériatres 24 heures sur 24 par territoire, ce qui a été mis en place à travers les plateformes, j'y reviendrai. La sixième mesure, c'est de mettre à disposition les molécules réservées jusqu'à ce jour à l'usage hospitalier. Je pense notamment au clanazepam, enfin un certain nombre de molécules qui ont fait l'objet d'ailleurs d'un décret quelques jours après, permettant effectivement la délivrance de ces molécules dans ces établissements. La septième mesure, c'est d'élargir les autorisations de prescription du médecin coordonnateur dans cette situation exceptionnelle. La huitième, c'est de permettre la mise en œuvre par l'infirmière de la prescription réalisée à distance par le médecin. Et enfin, la neuvième, c'est d'engager rapidement un essai clinique. Donc on est plus sur le volet recherche. Ces mesures ont, pour la plupart d'entre elles, été donc suivies de réponses via un certain nombre de directives d'instruction, de fiches. J'ai ici, par exemple, une fiche ARS intitulée « Stratégie de prise en charge des personnes âgées en établissement et à domicile dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid-19 » qui reprend en grande partie ces éléments que je viens d'évoquer. Un des points sur lesquels on a insisté, c'est d'élaborer un logigramme d'aide à la décision pour aider à la prise de décision en situation, en EHPAD notamment, des différents professionnels quant à l'orientation vers l'hospitalisation. Donc cet algorithme prend en compte un certain nombre de paramètres qui reprennent bien sûr l'état de santé précédent de la personne, le pronostic estimé sur des scores, et bien évidemment tenant compte aussi des directives anticipées. Je voudrais également mentionner une correspondance qui, elle, date du 10 avril et qui attire l'attention sur les risques potentiels induits par le confinement et donc tous les effets délétères de ce confinement et les précautions à prendre pour éviter justement ces effets secondaires. On mentionnait à ce moment-là la nécessité de pouvoir mettre en place les solutions impliquant l'ensemble des professionnels de santé libéraux, médecins généralistes, spécialistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, podologues, psychologues. Je ne vais pas lister toutes ces professions libérales. J'ai presque fini. Enfin, une correspondance qui date du 11 avril qui a trait au test à la demande donc, du cabinet où on a été amené à définir une doctrine quant à l'indication, à la réalisation des tests, notamment en EHPAD, en insistant sur la nécessité effectivement de tester dès qu'un premier résident ou soignant était suspecté, l'ensemble des résidents et soignants. Enfin, pour rester dans le temps imparti,
Vous dire que tout ça s'est traduit in fine par la révision du manifeste que nous avions élaboré en 2019, qui comportait en son temps 15 mesures et qui en comporte désormais 22. Ces 22 mesures je n'ai pas le temps de les développer, je répondrai éventuellement aux questions, mais reprennent pour un grand nombre un certain nombre de points qui sont des dispositifs qui ont fait leur preuve pendant cette crise. Je parle notamment des plateformes gériatriques, interface EHPAD, hôpital, domicile. Donc je pourrais répondre aux questions. La nécessité aussi de revoir la dotation des EHPAD en matière de moyens humains. Donc on a élaboré notamment le ratio soignant minimal pour un EHPAD de 80 places, mais également la nécessité de revoir aussi le domicile, et notamment permettre aux médecins de se déplacer plus volontiers au domicile et tenir compte de la spécificité des personnes à domicile qui sont GIR 1, 2 ou 3 et qui se déplacent difficilement. C'est nécessairement tout ça assorti de mesures ayant trait à la spécialité que je représente, à savoir la nécessité de revoir peut-être aussi et certainement le nombre de gériatres qualifiés pour pouvoir ces nombreuses fonctions. Je vais m'arrêter là pour respecter le temps et vous remercier de votre attention. Merci. Voilà, nous sommes dans une commission d'enquête. Alors donc c'est le travail par rapport à la crise. Après il y a tous les problèmes de gériatres, mais ça c'est pas aujourd'hui que nous allons les régler. Donc vous avez souhaité être auditionné, vous avez attiré l'attention du ministère, vous avez été écouté pour partie, parce qu'il y avait un nombre de morts quand même important dans les EHPAD. C'est des questions que vont poser vos commissaires. Et donc, on cherche à savoir comment on pourra justement éviter et tirer expérience de ce que l'on a connu. Donc, votre aide peut-être précieuse, me semble-t-il. Alors, je vais passer la parole aux rapporteurs, pour que vous puissiez répondre à leurs questions individuellement. Je commence par Sylvie Vermeillet. Nous alternons. Trois rapporteurs. Merci, Monsieur le Président, et merci, professeur, de votre exposé liminaire. Je vais vous poser une seule question. Je réagis par rapport aux 9 mesures que vous avez déclinées. La première, c'est garantir l'accès à l'hospitalisation de toute personne en EHPAD qui présenterait des difficultés, enfin un cas grave. Est-ce que ça suppose que ça n'a pas toujours été le cas? Alors, effectivement, dans la région, notamment dans le Grand Est, dans les premières régions touchées, ça n'a pas donc la réponse n'a pas été immédiatement adaptée parce qu'il y avait un effet de sidération, tout simplement. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a proposé d'ouvrir l'ensemble de l'offre sanitaire, aussi bien les services de médecine que de soins de suite, que des hôpitaux de proximité, pour accueillir des résidents ou des personnes à domicile qui ne nécessitaient pas toujours le recours à la réanimation, mais simplement une surveillance permanente des soins et une surveillance médicale et infirmière continue. Vous pouvez quantifier, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes en EHPAD qui Alors, on malheureusement ne dispose pas de cette information. Il y a des éléments indirects qui sont qui ont été publiés. Quand on regarde par exemple la répartition en fonction de l'âge du recours aux services d'urgence, on a l'impression que aux services d'urgence, pas de réanimation, l'impression qu'il y a proportionnellement la proportion des plus de 75 ans n'est pas corrélée au fait que cette population a été plus impactée. Donc on pourrait, à travers cette information, supposer qu'effectivement, cette population n'a pas été amenée aussi facilement que les autres tranches d'âge à accéder aux urgences. Ce sont des éléments indirects. Je ne dispose malheureusement pas d'éléments plus précis. Merci. Catherine Desroches. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais 2 questions. La première,
Il y a Michel Delaunay, qui est une spécialiste en effet du grand âge, s'est exprimé en disant que l'isolement avait pu être terrible pour les personnes âgées. Comment vous voyez en effet, même d'une erreur, comment vous voyez en effet la gestion dans les établissements de cet isolement et quelles en sont les causes que vous voyez en termes de pénurie de pays ou pénurie de tests. Et le deuxième point, c'est la situation actuelle où on voit des établissements dans lesquels des cas positifs sont détectés en ce moment. Il y a un exemple dans une maison de NEHPAD de l'Aveyron, il y a d'autres départements, à la fois dans le personnel et dans les résidents. Quelle est votre vision actuelle aujourd'hui de la situation des personnes âgées? Alors, votre deuxième question est une façon de répondre à la première. Le confinement tel qu'il a été mis en œuvre avait pour but de protéger les personnes les plus vulnérables. Bien. Nous avions énoncé le fait que, pour un EHPAD notamment, dès lors qu'on laissait le virus entrer dans l'établissement, le risque était grand qu'il y ait une chaîne de contamination. Et on sait très bien que le vecteur premier sont les soignants et bien sûr les proches. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre deuxième question, aujourd'hui, dans la mesure où les mesures barrières sont strictement respectées par ces deux vecteurs, on est dans une situation bien différente et qui ne nécessitera pas de recourir à un nouveau confinement. Je parle des personnes qui ne sont pas infectées. Évidemment, les cas infectés doivent être isolés. Mais en matière de prévention de la contamination de résidents, l'application stricte des mesures barrières, doit permettre d'éviter cette transmission. Voilà, donc, les établissements au sein desquels on constate des premiers cas sont des situations où il y a un vecteur qui a été soit un soignant, soit un proche, qui n'a peut-être pas pris les précautions souhaitées. Donc, si on veut éviter, encore une fois, le reconfiner, parce que tous les effets secondaires de ce confinement sur ces organismes extrêmement fragiles, c'est clair, il est impératif d'appliquer ces mesures barrières de manière stricte et de réaliser des tests dès lors qu'on a quelconque suspicion d'un cas soignant ou d'un proche. Ça, c'est formel. Et donc, si nous avions eu le matériel nécessaire pour se protéger, on aurait eu peut-être moins de décès au niveau des établissements. Alors, on peut le présupposer, sachant que ce n'est pas une question de matériel, c'est une question aussi de comportement, de procédure. C'est-à-dire qu'il y a le matériel, mais il y a les procédures aussi de vérification que ces procédures sont bien en place. Donc un contrôle, et puis l'éducation, le comportement. Je rappelle que le comportement vis-à-vis de l'hygiène, ça a été dit à plusieurs reprises, on est rappelé un peu à l'ordre tous, concernant donc les bonnes pratiques de l'hygiène. Que ce soit donc, dans les établissements sanitaires, où on est peut-être plus armé, parce que par habitude, mais ça n'est pas pour autant pas ce secteur. Dans le secteur médico-social et au domicile, évidemment, ces pratiques hygiénistes n'étaient peut-être pas suffisamment appliquées. Merci. Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos propos. Je voudrais poursuivre sur la question de Catherine Deroche qui reprend les propos de Michel Delaunay sur l'isolement des personnes âgées. En fait, j'ai entendu dans ce que disait Michel Delaunay qu'au fond, une question de fond qui est revenue dans les propos du CCNE, quelle légitimité a-t-on de décider d'un isolement de personnes âgées qui n'ont pas de troubles cognitifs massifs, on va dire, qui ont leur libre arbitre et leur volonté? Est-ce que parce qu'on a 75, 80 ou 85 ans, et qu'on réside dans un habitat collectif, on doit être soumis à une décision et non pas choisir soi-même, au fond, si on veut assumer un risque
ou si on veut, on accepte une contrainte d'isolement social. Et c'est une question de fond pour nous et pour notre société. J'aurais aimé que vous nous disiez comment votre instance affronte cette question du libre choix et du fait que personne âgée ne signifie pas infantilisation ou renoncement à exercer un droit. Et puis j'ai une deuxième question. Cette épidémie, elle nous a surpris par beaucoup d'aspects, mais il y a un aspect sur lequel elle ne nous a pas surpris, c'est qu'on a su très vite, parce qu'on avait l'épidémie en Chine sous les yeux au mois de février, que les personnes, plus on était âgées, plus on était à risque et que les décès se produisaient dans les catégories de population les plus élevées et puis certaines conditions de morbidité. Et donc, avant même que la vague, pour le coup, ne déferle dans notre pays, on savait que cette catégorie de population allait être particulièrement touchée. Quelle a été la parole? Moi, je n'ai pas entendu la parole des gériatres au mois de février, mais vous allez pouvoir peut-être nous démentir. Comment vous êtes-vous préparé? Qu'est-ce que vous avez dit au pouvoir public à ce moment-là? Quelles ont été vos positions? Est-ce que vous avez été sollicité pendant cette période-là, ces semaines-là, au vu de l'épidémie en Chine, pour préparer, on va dire, le monde de la gériatrie à protéger les personnes âgées et à préparer leur prise en charge? Sur la première question, vous avez bien fait de différencier donc, les deux situations de personnes qui ont ou non des troubles cognitifs. Bon, malheureusement, en EHPAD, vous savez, plus de 80% ont des troubles de la cohérence, enfin, qui témoignent de troubles du jugement, du raisonnement, qui ne permettent pas à ces personnes de se rendre compte des risques qu'ils encourent. Donc là, on est contraint, qu'ils soient sous protection juridique, a fortiori ou pas, de prendre des précautions, je dirais, en considérant que ça fait partie d'une responsabilité collective. S'agissant des personnes, alors, je n'aime pas ce terme de personnes âgées, on pourrait discuter longuement, c'est un terme impropre. L'âge n'étant pas pour nous un paramètre suffisamment pertinent pour catégoriser. Donc, on va dire, les personnes qui avancent en âge, qui ont atteint un certain âge, avec le risque plus élevé de commencer à présenter des troubles. Mais dès lors qu'ils n'en présentent pas ce dont vous parlez, je ne vois pas pourquoi on les distinguerait des autres. Donc il n'y a pour nous pas de différence entre une personne, y compris à 90 ans, et une personne de 50 ans, dès lors qu'elle a une possession de... Mais pourtant, on ne leur a pas laissé le choix à ces personnes-là non plus. Et donc, vis-à-vis de ces personnes-là, il est important de vérifier simplement qu'elles ont eu l'information requise, qu'elles l'ont comprise et qu'elles ont compris les enjeux et le risque qu'elles encouraient à titre pour elles, mais aussi pour leurs proches d'ailleurs. Et dès lors que c'est le cas, il n'y a pas de raison de faire différemment vis-à-vis de quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Voilà notre doctrine. Voilà, c'est pas ce qui a été fait. Donc voilà, donc vous donnez un peu corps aux propos de Michel Delaunay pour ce qui est des personnes ne présentant pas de troubles cognitifs massifs, on est bien d'accord. La grande difficulté, ce sont les personnes vulnérables, donc ce ne sont pas celles-là, ce sont celles qui présentent des troubles et qui les ignorent et qui sont méconnues, parce qu'isolées. Donc il y a eu un rapport... M. Gage a fait un rapport sur ce sujet, des personnes isolées, pour tenter d'aller vers ces personnes, de les identifier, de manière à ne pas les laisser pour compte, et vérifier qu'elles ont elles-mêmes été informées, qu'on a mis en place l'application des mesures les concernant. Sur ce point-là, clairement, c'est un enjeu majeur de société qu'il va falloir travailler très fort, parce que cette crise a révélé beaucoup de fragilité aussi, c'en est une. Sur la deuxième question que vous posez, qui a trait à notre position au moment où la crise s'est déclarée en Chine, clairement, c'est à partir du moment où il y a eu le premier foyer dans le Grand Est que nous avons été véritablement, parce que tout ça, on était
en prise directe. Je crois que vous avez été amené à auditionner certains de mes collègues qui étaient dans cette région. Clairement, on n'avait pas le temps de faire autre chose que de gérer la crise. J'allais dire. On était la tête dans le guidon à traiter les situations telles qu'elles se présentaient. On était loin de pouvoir s'exprimer sur des sujets comme ceux que vous évoquez. Nous ne sommes pas très nombreux. Vous imaginez peut-être que nous sommes un grand corps professionnel, nous sommes assez peu nombreux. Donc, la plupart d'entre nous sommes sur le terrain à pratiquer notre exercice. Voilà. Donc, si j'entends Grand Est, ça veut dire début mars, quoi. Si j'entends Grand Est, c'est début mars. Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, parce que nous, on a constaté, moi je suis élu du Grand Est, on a constaté qu'effectivement, les personnes âgées n'étaient pas prises en compte. Preuve en est, c'est dans le décompte des décès journaliers, les EHPAD sont venus 8 à 10 jours après. Et si nous n'avions pas alerté par le biais du département, même l'ARS, etc., il y aurait eu un retard encore plus accentué. Mais c'est vrai que la vague a été tellement brutale, hein, c'était largement expliqué, que voilà, maintenant l'expérience a-t-elle été tirée? Si je peux me permettre, parce que vous évoquez les EHPAD, n'oublions pas le domicile, on a moins d'informations sur le domicile. C'est tout à fait vrai, mais ça montre aussi que nos établissements médico-sociaux, j'élargis au sens du handicap d'ailleurs, n'étaient pas armés, à la différence des établissements sanitaires, ne serait-ce que par le fait qu'ils ont des pratiques sanitaires, d'une part, et surtout, ils ont des moyens humains, une médicalisation, etc., bien différentes. Donc, d'abord, je dirais que tous les EHPAD, un grand nombre d'EHPAD ont su faire face, je dirais même la grande majorité, tirant d'ailleurs profit des premières informations et leçons de l'Est, hein, quand même. Pour autant, c'est un secteur qui reste quand même fragile au regard de la population qui l'accueille. Je rappelle que depuis la création des EHPAD, qui date de 1999, ça fait plus de 20 ans, si vous regardez les indicateurs qui vous définissent les profils de besoins en termes de soins ou d'accompagnement, les fameux PMP et GMP, ça grimpe, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout affaire aujourd'hui à la population qu'on accueillait il y a 20 ans, à la création, et même il y a 10 ans. Et ça va peut-être se poursuivre encore. Donc on n'a pas adapté les ressources à ces deux éléments-là, qui sont des éléments majeurs. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, c'est l'objet de nos mesures, je pourrais revenir dessus, qui nécessitent impérativement de se repencher sur le modèle de l'EHPAD. L'EHPAD d'aujourd'hui et la résidence d'autonomie aujourd'hui est l'EHPAD d'hier. Et l'EHPAD d'aujourd'hui ressemble plutôt à un soin de longue durée. Vous voyez, on a fait glisser complètement les populations. Donc il faut réagir assez vite. Et puisque la moyenne d'âge des EHPAD est à plus de 80 ans. L'âge et le niveau de dépendance au moment où la personne est accueillie est bien supérieur. Et durée de séjour moyen pour finir séjour de 2 ans, 2 ans. 2 ans, 2 ans. Voilà. Il faut le rappeler. C'est vrai, je ne le rappelle pas assez souvent. Merci. Nos rapporteurs, c'est bon? Très bien. Je passe aux questions des commissaires. J'ai 4 commissaires qui ont posé des questions. Laurence Cohen, on va grouper. Oui, merci Monsieur le Président et merci professeur. Moi, parmi les leçons effectivement que nous donne cette pandémie, en tout cas au niveau des personnes qui atteignent un certain âge ou voilà. Je trouve qu'il y a quand même, et ça prolonge les questions de deux de nos rapporteurs, Catherine Desroches et Bernard Jaumier, ça pose quand même la question du libre arbitre de ces résidents. Évidemment, quand je dis ça, je parle de personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs et qui sont en capacité de jugement. Or, on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est-à-dire que les décisions sont prises sans eux, en dehors d'eux. Et ils subissent ces décisions. Donc, il y a un déficit d'une manière globale au niveau de notre système sanitaire, de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Il y a un manque à gagner concernant la prise en compte et on en a reçu lors de nos auditions, des associations de patients qui ne sont pas associés aux prises de décision. Et là, on voit avec la crise du Covid l'acuité de ce manque. Et c'est quand même une problématique, évidemment, pour les professionnels qui s'occupent des EHPAD, des soins à domicile, etc. Mais c'est une problématique de la société tout entière. Est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où une personne a atteint un certain âge, il n'a plus une citoyenneté pleine et entière pour pouvoir avoir le libre arbitre? C'est vraiment une question qui me semble fondamentale. Et ça rejoint aussi, me semble-t-il, ce qu'on a entendu ce matin avec la représentante de Renalo, qui a aussi posé cette question-là en termes d'ailleurs du pouvoir très important médical à l'égard des patients, où elle nous a alerté sur le fait de maintenir le droit des patients au niveau individuel, droit à l'information et à la décision médicale partagée. Donc on voit bien là qu'il y a une dérive quand même de notre système, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc quelle est votre approche par rapport à cet état de fait, et comment est-ce que vous essayez de travailler pour dépasser, et est-ce que vous avez le sentiment que là, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics ou pas? Et pour terminer, j'entendais un reportage sur France Inter, je crois que c'était samedi, et il y avait une dame qui était dans un EHPAD, une dame de 102 ans, bon pied, bon oeil. Et elle témoignait du fait qu'elle était navrée de sa privation de liberté parce qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Quand elle sortait, il y avait tout un protocole de désinfection de ses vêtements et elle était coincée dans sa chambre. Je ne dis pas que ces mesures n'étaient pas nécessaires, mais je dis que les conditions dans lesquelles elles sont prises se font en dehors de la personne. Et donc, il n'y a pas adhésion. Et ça peut entraîner, y compris ce qu'on appelle des phénomènes de glissement, parce qu'il y a quand même des gens qui, de par l'isolement, ne sont pas morts du Covid, mais sont morts du fait d'être trop seuls. Donc voilà, comment est-ce que tout ça peut être dépassé? Je vous remercie. Merci. Roger Carucci. Oui, professeur, moi je viens d'un département, les Hauts-de-Seine, où il y a à peu près 120 EHPAD qui ont été très durement touchés pendant la crise. L'immense majorité de nos EHPAD ont eu des cas graves, avec de nombreux décès. Donc c'est un département qui a vraiment trinqué sur ce côté. Et j'en viens à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas la conception des EHPAD qui doit être modifiée? Quand on regarde de manière brutale les chiffres de décès entre ceux qui sont morts dans les EHPAD ou ceux qui, en venant des EHPAD, sont morts à l'hôpital, parce qu'ils sont quand même allés à l'hôpital. On est globalement entre 15 et 16 000 décès pour les gens issus des EHPAD. Dans la même tranche d'âge, 700 000 résidents en EHPAD, à peu près 5 millions de Français chez eux, si je puis dire, dans la tranche d'âge. Entre ceux qui sont décédés malheureusement chez eux et ceux qui sont décédés à l'hôpital, on est pratiquement au même chiffre. C'est-à-dire qu'on a eu 15 ou 16 000 décès sur 700 000 résidents en EHPAD et 15 ou 16 000 décès sur 5 millions de personnes de la même tranche d'âge que ceux des EHPAD, mais qui étaient chez eux. Alors, je pense que la vraie question, et ça rejoint mais indirectement ce qu'ont dit Laurence et probablement Catherine, le vrai sujet, c'est est-ce que la conception de l'EHPAD d'il y a 20 ans n'est pas dépassée? Est-ce qu'en réalité, il ne faut pas trouver des solutions aujourd'hui? Alors je sais bien qu'on va nous dire c'est impossible de faire de telles sectorisations, ça va créer encore
des différenciations qui ne seront pas supportées par la société. Mais c'est évident que quand vous dites, il y a aujourd'hui une majorité de gens en EHPAD qui n'ont pas toutes leurs capacités cognitives et qui, par conséquent, ne se rendent même pas compte qu'elles se mettent en danger de mort, donc il faut décider pour elles. Le vrai sujet, c'est qu'on dit ça pour peut-être, je ne sais pas, 70%, 73% des gens en EHPAD, mais sur le coup, les 25 autres pourcents qui ont toutes leurs facultés sont traités de la même manière. Et donc il y a à la fois, est-ce qu'on ne peut pas trouver pour l'avenir des solutions pour que la manière d'être, le fonctionnement des EHPAD soit modifié pour qu'on n'ait pas en réalité ces situations-là où ceux qui pourraient décider par eux-mêmes, exercer leur propre liberté, leur propre vie, ne soient pas dans les mêmes conditions. Et quelque part, est-ce que malheureusement, la mortalité en EHPAD n'est pas un élément déterminant pour se dire ça n'est pas possible de continuer avec le même système qui n'est pas en situation de sauver les gens. Parce que on avait l'impression, franchement, dans le département des Hauts-de-Seine, moi je ne savais plus quoi dire au préfet, on avait parfois le sentiment que à partir du moment où les gens étaient en EHPAD et où il y avait des cas, c'était fini. Quasiment, on ne savait pas, on attendait juste de savoir qui pouvait survivre, ce qui est épouvantable, enfin. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver maintenant des solutions pour éviter ce genre de situation ? Madame Cohen, donc effectivement, ça rejoint la question de Monsieur Jomier. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la question d'abord, c'est d'informer largement des droits, parce que j'ai été exceptionnellement sollicité pour l'élaboration de mandats de protection juridique. Pourtant, cette règle existe. Elle permet à chacun d'anticiper le jour où il ne serait plus à même de pouvoir prendre la décision d'anticiper, de transmettre à sa personne de confiance, je ne parle pas de directive anticipée, là, la possibilité d'une mise sous protection. Cette mesure, on y est, enfin, moi en tant que médecin agréé, je suis extrêmement peu sollicité à délivrer ce type de certificat. Donc il y a certainement un problème d'information, parce que les textes existent, mais ne sont pas connus. Bon, c'est un élément de réponse. Je rappelle que dès lors qu'on accueille un nouveau résident dans un établissement médico-social, on est amené à instruire ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé, qui consiste à connaître la personne dans son histoire de vie, son historicité, ses besoins, ses attentes, et d'élaborer le plan de réponse à cela, individuel, personnalisé. Bon. Cette mesure, elle existe, elle est appliquée dans la majorité des établissements. La difficulté, c'est que, vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, les personnes qui sont accueillies en EHPAD aujourd'hui sont accueillies dans des situations beaucoup plus extrêmes qu'ils ne l'étaient il y a 10-15 ans. Précédemment, on programmait une admission en EHPAD. On la programmait. Aujourd'hui, plus de la moitié viennent de l'hôpital. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont être orientées en EHPAD après avoir été hospitalisées, mais ils ont été hospitalisés parce qu'ils étaient dans une situation de crise, au sens où ils ont ou décompensé une maladie chronique, ou il y a eu une rupture de l'étayage, c'est-à-dire il n'y avait plus d'aidants. Et tout ça, c'est une situation qui n'était pas prévisible, donc ça survient de manière assez brutale. La seule réponse qu'on ait, c'est l'hospitalisation. Et bien sûr, c'est l'hôpital qui va ensuite préparer l'orientation vers l'EHPAD. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans cette situation de préparation. Alors il y a, comme vous le dites, M. Karouchi, des cas particuliers, ça complique. C'est que ce n'est pas homogène. C'est que dans un EHPAD, il y a des sous-populations. Je ne vais pas être très technique, mais on a des profils de soins, le fameux pathos, là, qui nous donnent déjà des profils de soins requis. C'est un éventail de besoins très différenciés. La population n'est pas homogène en termes de soins, en termes d'accompagnement non plus.
Et il y a effectivement un certain pourcentage de personnes qui ont des niveaux de cognition encore assez préservés. Vous évoquiez cette dame de 102 ans, mais dans la mesure où ils sont dans des établissements collectifs, on applique des règles collectives. Bon, je citerai la restauration, c'est caricatural. Bon. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est de remettre le modèle un petit peu, de réviser ce modèle pour essayer de mieux personnaliser les réponses, répondre aux attentes quand elles ont pu être exprimées ou recueillies. Et effectivement, il faut tenir compte des profils de soins. On a dans les EHPAD des personnes qui sont dans des unités protégées parce qu'ils présentent des troubles du comportement qui font qu'ils doivent être dans des unités protégées. Et puis, ces mêmes personnes cohabitent avec d'autres personnes qui n'ont pas de troubles du comportement. Donc, on voit, je ne vais pas la développer, on voit que c'est devenu une situation complexe. On accueille des personnes en situation de handicap vieillissant, qui sont plus jeunes, parce qu'il n'y a pas de structure idoine. On accueille des populations de migrants vieillissants. Donc, ces établissements, je rappelle au début, n'avaient pas vocation à accueillir toutes ces typologies différenciées. Alors, mettez-vous à la place des professionnels à qui on demande d'être bons dans tout. Ça aussi, c'est un élément qui a un impact sur l'attractivité et qui crée pour les personnes des inconforts, des frustrations, de ne pas pouvoir bien faire. Tout simplement parce qu'on ne peut pas demander à un aide-soignant d'être capable de traiter toutes ces situations aussi variées. Donc, ça renvoie sur les métiers aussi. Donc, il est important de revoir complètement, effectivement, le modèle. Je ne sais pas si j'ai répondu in extenso. Merci. Nous allons passer aux questions suivantes. C'est bon, Roger? Pour la réponse, c'est bon, Roger, hein? OK. Victoire Jasmin. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je voudrais savoir si vous avez, dans ces différents établissements, des procédures dégradées concernant la chaîne de décision et la continuité des activités en fonction des différents professionnels. Et la dernière chose, je voudrais évoquer justement, lors d'une des auditions organisées par ma collègue Madame Corinne Ferré il y a quelques mois, et un responsable d'association avait évoqué la situation d'une infirmière, lanceur d'alerte d'un EHPAD, qui a été révoquée parce qu'elle avait annoncé qu'il y avait un nombre trop important de personnes qui mouraient dans cet EHPAD. Et cette personne a eu des problèmes de santé et actuellement, d'après les informations que j'ai eues, en décompensation dans un établissement psychiatrique. Alors, est-ce que vous pensez qu'on ne pouvait pas éviter cette situation? On a souvent parlé de souffrance de professionnels, mais arrivé à ce stade, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vraiment dommage, en tout cas, j'ai entendu ce que vous avez dit. Et l'autre chose, c'est qu'on a eu une quantité quand même importante de personnes qui sont décédées dans les EHPAD. Et dans votre intervention, on ne ressent pas qu'il y a eu quand même des situations dramatiques pour des familles, pour des proches, et des personnes qui sont les victimes qu'on aurait pu sauver également. Donc, on n'a pas, en fait, personnellement, je n'ai pas ressenti une partie de votre intervention qui pourrait évoquer cette partie de la situation que nous venons de vivre. Merci. Merci. Annie Guillemot. Oui, merci, Monsieur le Président. Professeur, pendant le confinement, il y a des professionnels de santé qui n'ont pas pu rentrer dans les EHPAD. Je pense notamment aux kinésithérapeutes. Donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. D'autant que lors de l'audition avec les ordres la semaine dernière, certains nous ont dit qu'à nouveau, des EHPAD fermaient leurs portes à certains professionnels de santé. Donc, je voudrais avoir votre réaction. Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, Monsieur le Professeur, de répondre par avance à ma question. Donc, je reviens sur la situation et du nombre de décès qui a été évoqué par d'autres collègues. Quel enseignement on peut tirer de ce qui s'est passé? Parce que effectivement, ça a été grave et dramatique. On avait déjà eu la canicule avec un nombre de décès important. Et la canicule, c'était déjà il y a quelques années. Est-ce qu'on avait tiré les conséquences de ce qui s'était passé?
Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, à la tête de je ne sais pas quelle organisation qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme et appeler à la vigilance? Moi, il me semble que je n'ai pas entendu ça. Et moi, j'ai alerté, j'ai posé une question, j'ai eu la réponse, une question écrite, hein, j'ai eu la réponse il y a quelques jours. C'était 2 avril, pour demander qu'il y ait des protections, parce que dans les EHPAD près de chez moi, dans le Lot, il n'avait pas les protections nécessaires. Et donc, fatalement, alors que mon département a été très peu touché, eh bien, dans tous les établissements autour de moi, les 4, vraiment dans quelques kilomètres, la moitié des résidents étaient testés positifs. Je pense qu'on aurait pu quand même anticiper plus, davantage. Et puis, est-ce que la prochaine fois qu'on a une autre, alors pas forcément pandémie, mais un autre épisode qui affecterait les personnes âgées, on va se retrouver face à nouveau à un nombre de décès important. Voilà. Merci. Monsieur le professeur. Oui, je pense avoir répondu tout à l'heure quand même. Alors, je n'ai pas réévoqué les chiffres parce que je pense que les chiffres sont publics, évidemment, que on les a regardés, nous, de très près tous les jours. On a réagi d'ailleurs par un certain nombre d'éditoriaux, hein, donc je ne pensais pas utile de le rappeler, bien évidemment. La question, c'est plutôt de comprendre et de trouver les réponses, bien sûr, pour éviter que cette situation se renouvelle. Comprendre, je crois qu'on a évoqué tous les déterminants, hein. Les pratiques hygiéniques, je ne vais pas refaire ce que j'ai exprimé, les pratiques hygiéniques, la formation à l'hygiène, le recours aux cellules d'hygiène, les bons réflexes, hein, les interfaces avec le sanitaire, puisqu'en fait, ce qui a quand même joué un rôle important pour réduire les risques, c'est le lien qui a pu s'établir avec les filières hospitalières, les filières gériatriques et les autres filières hospitalières, avec leurs cellules d'hygiène, les CEPIAS, les équipes mobiles qui se sont déplacées dans les EHPAD pour donner conseil, un certain nombre de médecins qui ont assuré le rôle de médecin coordonnateur quand il n'y avait pas de médecin coordonnateur. Enfin, tout ça, je pense que tout ça est écrit. Alors, le sujet des libéraux, l'accès des kinés, des autres professionnels, effectivement, dans la situation du risque de transmission par tout professionnel, on a considéré qu'il y avait un risque jusqu'à pouvoir lever ce risque dès lors que ces mêmes professionnels étaient en mesure d'appliquer les mesures barrières. Mais il y a eu effectivement un délai pour cela, bon, ça c'est clair. Ensuite, il faut rappeler ce qu'on a évoqué sur le modèle de l'EHPAD, qui n'était pas préparé à assurer la fin de vie dans cette situation particulièrement angoissante, terrifiante pour les soignants. L'alternative, c'est l'accès à l'hospitalisation. On a attiré l'attention, nous, sur le fait qu'il fallait ouvrir toutes les lignes d'hospitalisation. J'ai parlé des hôpitaux de proximité, hein, de manière à ne pas se limiter aux urgences et aux services de réanimation, mais bien à l'ensemble de l'offre sanitaire pour éviter justement que ces établissements médico-sociaux qui n'ont pas les moyens de pouvoir assurer la meilleure prise en soin dans ces situations puissent orienter leurs résidents vers ces établissements sanitaires. Les unités Covid ont été créées. Moi, je suis d'une autre région que l'Est. Dans ma région en particulier, tout ça a été mis en place. Donc, ce sont toutes ces leçons-là qu'il faut maintenant appliquer, revoir en détail et surtout renforcer et puis les rendre durables, surtout pérennes. Parce qu'il y a cette crise, mais il y aura d'autres crises. Ça nous a montré quand même que les cloisonnements entre le sanitaire, le médico-social, le social classique nécessitent véritablement qu'on trouve les solutions de ce cloisonnement et qu'on crée des plateformes, des interfaces beaucoup plus opérationnelles pour pouvoir faire face à ces situations. Et puis renforcer les établissements en moyens humains et en médicalisation, ça veut dire clairement qu'il faut médicaliser ces établissements.
Et peut-être, je ne l'ai pas dit, mais vous savez que les enveloppes soins sont à option partielle ou globale. Bon, il faut peut-être se reposer la question de l'intérêt des options globales, qui quand même sont mieux adaptées à un fonctionnement de ce type-là que l'option partielle. Donc c'est peut-être un peu technique, mais tous ces sujets-là. Tous ces sujets-là sont voilà, je crois que c'est important. On a un certain nombre de pistes. Ce sont dans nos 22 mesures là que je n'ai pas eu le temps de développer. Et je crois qu'il faut maintenant les mettre en application, les renforcer. Et puis, peut-être, je terminerai sur un point qui est peut-être le plus important, c'est de trouver les professionnels pour appliquer ces propositions. Parce que on parlait d'attractivité des métiers, clairement, ce secteur-là, il y a eu un rapport sur le sujet, un rapport de Mme El Khomri, ces métiers sont difficiles pour toute la chaîne de soins. Il est urgent de se poser les questions et de faire en sorte que ces métiers soient revalorisés sur tous les points, y compris sur l'image qu'ils représentent, pour être attractifs. Ça, c'est le capital. Auditionner les différentes fédérations. Donc on a déjà travaillé sur les personnes âgées, mais la question était précise. Qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme, quoi? Et demain, qui doit la tirer? Si jamais il y a l'ondulation qui remonte de façon... Qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme? Selon les territoires, etc. Et dans la dichotomie entre le médico-social et le sanitaire, vous êtes plutôt à séparer les compétences dans les établissements ou pas? Alors, Et puis Catherine Desroches aura des questions complémentaires. Au regard, cette question est essentielle. Bon, on est un peu dans les concepts. Bon, le fait d'avoir séparé soins et dépendance, déjà, est un sujet qui nous interroge, parce que la dépendance, c'est finalement que la conséquence de la maladie chronique, dans la majorité des cas. Il n'y a pas de dépendance sans qu'il y ait une cause médicale, alors qu'on a pu ou non identifier, mais la plupart du temps... Pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. Donc cette dichotomie, déjà, n'est pas adaptée. Et ensuite, effectivement, on voit que l'organisation territoriale, je n'ai pas trop insisté, il faut qu'on revoie notre organisation sur définir les territoires, mais le bon territoire, la bonne dimension, et s'interroger sur les parcours des personnes dans ce territoire et vérifier que toute l'offre est présente pour assurer sur un mode parcours les réponses adaptées à ces populations particulières, parce que polypathologiques, présentant des maladies aussi bien somatiques que neuropsychologiques, donc des sujets assez compliqués et pour lesquels les réponses sont plurielles. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de la coordination, mais il va falloir que nos dispositifs d'appui à la coordination, les fameux DAC, soient véritablement efficients pour remettre un peu d'ordre dans les réponses, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des réponses nombreuses et pas forcément coordonnées, et les moyens sont là, mais ils ne sont pas bien utilisés. Donc il faut revoir cette question et s'appuyer sur un sujet qui m'est cher, qui est le plan personnalisé de santé, qui définit pour chaque individu ses besoins, et en regard desquels on doit mettre en place les bonnes réponses. Voilà. Et la sonnette d'alarme? J'ai pas compris la question, parce que la sonnette d'alarme, tout le monde l'a un peu tiré. Sur les territoires, oui, tout le monde la tire, mais finalement, personne ne l'entend des fois. Nous, on a, alors, si vous avez, nous, on a, alors, nos instances, quand même, attirent l'attention depuis longtemps, bien avant, si c'est là où vous voulez m'emmener, j'y vais aisément, depuis bien longtemps, bien avant la crise. Vous avez fait allusion à la canicule. Je vais vous donner une information qui en est un peu le témoin, c'est que ma spécialité a été reconnue en 2004, c'est-à-dire un an après la canicule. Avant la gériatrie n'était pas une spécialité. Donc ça veut dire des choses. Bon. Et donc on est une jeune discipline, si je peux dire. Bon, par ailleurs, nous ne cessons d'attirer l'attention. Je parlais du manifeste qui comportait 15 mesures, il en comporte désormais 22. C'est notre façon à nous de nous manifester.
bien avant la crise. Donc tout ce que je vous ai dit pratiquement aujourd'hui sont des éléments qui étaient déjà dans nos manifestes précédents. Peut-être qu'on n'a pas su les faire connaître, ça c'est un autre sujet. Mais là, on a conscience on connaît les sujets précisément et on a un certain nombre de réponses. Et voilà pour cette audition sur la prise en charge des personnes âgées pendant la crise sanitaire. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour des auditions très importantes de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise du coronavirus, avec à 10h30 l'audition du président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy et à 15h, ne manquez pas l'audition du professeur Didier Raoult devant la commission d'enquête, à suivre en direct sur notre site internet publicsénat.fr et sur notre page Facebook. Très bonne journée sur Public Sénat.